la vie nous préserve toujours plein de surprises, des imprévus. Moi, je suis venue en France parce que, après avoir travaillé pendant quelques années sur le livre de jeunesse à Taïwan, et j'en avais un peu marre, parce qu'on m'a demandé plutôt, ouais, est-ce que je pouvais faire quelque chose de plus mignon, sucré, voilà. Mais quand je feuilletais le catalogue d'illustrateurs, vous connaissez, il y a une foire internationale de livres de jeunesse à Bologne, en Italie. Et là, je vis totalement l'autre chose. Et moi, je me suis dit, peut-être il faut que je quitte Taïwan, partir ailleurs pour voir quelque chose. Mais bon, je ne voulais pas vraiment demander ma famille de me donner plus de moyens de partir aux États-Unis parce que c'était trop cher. Du coup, voilà, c'est pour des moyens financiers, aussi pour artistiques, voilà, que je suis venue en France. Ouais. Oui, parce que c'est la couverture, j'ai copié un peu l'affiche très connue de 68, voilà, tais-toi, je crois, c'est... Il y a un jeune, voilà, qu'aussi on a empêché de... Oui, voilà, c'est un peu ça, à Taïwan, c'est un peu comme ça aussi, et du coup, voilà, c'est plutôt pour pouvoir créer un lien un peu avec le lecteur français. Et c'est vrai que c'était quand même... Maintenant, c'est un parcours un peu bizarre parce que moi, depuis tout petite, j'étais, on peut dire, considérée une bonne élève, ça veut dire je suis exactement ce que les profs ont dit. Et comme ça, voilà, s'il veut parler que le chinois à l'école, on parle que le chinois, ok. Il faut étudier l'histoire comme ça, ok. Mais finalement, quand je suis allée à la fac, je me suis rendu compte que je viens du sud de Taïwan, je connais très bien la géographie du continent chinois, mais je connais rien du tout sur mon propre village, tout ça. Voilà, et du coup, et après, je ne parle qu'une langue plutôt imposée par, plutôt, on peut dire, les dictateurs chinois, en fait. Mais voilà, après, c'est presque comme dans un film de science-fiction, il faut lire d'autres choses, essayer de comprendre en pilule magique, tout d'un coup, en fait, finalement, que j'ai vécu, on m'a obligé de vivre, comme beaucoup de jeunes de ma génération, des enfants qui ont grandi, voilà, d'avoir vécu dans une bulle fabriquée par vraiment le régime. Famille, quand je vois que mes grands-parents, qui ont reçu une éducation japonaise, qui se parlent japonais, après qui adorent regarder le NHK et tout ça, et qu'ils parlent aussi le taïwanais, parce que voilà, bon, ils sont comme moi, nous sommes nés à Taïwan, mais à l'école, toutes ces langues japonais, taïwanais, ou la langue de ma mère, ça s'appelle Hakka, non, il n'y a rien, il y a tout, tout est devenu monolangue. C'est le régime qui décide ça, voilà. J'ai essayé de rendre un peu plus concrète cette honte, parce que c'est vrai qu'il faut attendre très tard que je suis rendu compte que mes grands-parents maternels, je crois paternels et maternels, j'ai l'impression qu'ils comprenaient rien du tout le chinois en fait. Je ne sais pas comment ils arrivent à vivre après la Seconde Guerre mondiale à Taïwan, parce que tout d'un coup, la société, c'est comme un bouton, le régime dit maintenant, à partir de maintenant, si vous voulez travailler dans, par exemple, le gouvernement, en tant que fonctionnaire, il faut parler que le chinois. Et voilà, et la télé, pareil, les médias, éducation. En fait, j'ai commencé ma carrière de dessinatrice très tôt, en faisant de la bande dessinée anti-communiste et anti-soviétique, voilà. Et j'ai gagné le premier prix pour mon village, mais je n'ai pas pu réussir pour le premier prix de la région. J'ai l'impression d'avoir lu ça aussi dans le livre de M. Lee Kuan-Yew, parler de ces gens, des enfants. J'ai l'impression que les régimes partout, souvent, ils commencent à former, changer, influencer les enfants et après les tenter, de faire un dessin comme ça, et sans expliquer qu'est-ce que c'est le communiste, ou je suppose aussi en Chine, communiste, on n'explique pas qu'est-ce que c'est les nationalismes, tout ça. Voilà. Vous faites le dessin, vous aurez le prix, et voilà, super. Les enfants, ok, on continue à faire ça. Alors. Ce qui m'intéresse quand je choisis de faire de la BD, comme je te disais, c'est au sortir du bac. Il n'y avait pas Parcoursup, ces trucs-là. Donc moi, j'ai pas su quoi faire jusqu'à ce que j'ai mon bac. Et ma mère me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, j'aime bien dessiner. On va regarder ce que tu peux faire. Donc il y avait l'école du Louvre, il y avait plein de trucs. Et du coup, j'ai passé le concours de Saint-Luc, je l'ai eu. Et je lisais de la BD, mais comme tous les gamins lisent de la BD. Et après, il a fallu que j'attende la 3e année de découvrir la BD alternative américaine pour m'apercevoir qu'il y a des choses vraiment intéressantes qui me remuent aussi bien en tant que lecteur que praticien, pour me dire, tiens, la BD, je vais en faire quelque chose, en théorie ou en pratique.
Donc c'est pour ça qu'après je suis parti en théorie. Je suis parti aussi en faire des études de cinéma pour étudier les rapports entre cinéma et BD, donc à Lille, parce que mon frère faisait ses études à Lille. Et ces cours m'intéressaient, j'ai vu qu'il y avait des cours assez intéressants sur l'esthétique. Mais voilà, il a fallu encore que j'attende un peu pour faire de la BD en tant que praticien. Fourmi la Rouge, c'est une BD très personnelle. Alors là, d'un point de vue graphique, rapidement, je me réfère à tout ce qui se fait dans les journaux de la fin du 19e, parce que c'est un des événements qui font du 1er mai la fête internationale des travailleurs. Tu as le 1er mai 1886 à Chicago et le 1er mai 1891 à Fourmi. Et je viens de Fourmi, d'une famille d'ouvriers textiles. Donc c'était pour rendre hommage un peu à ce pan-là de ma famille et marquer l'anniversaire des 130 ans de la fusillade. Quitte à passer 1 an ou 2 sur un projet, autant s'amuser. Parce que surtout quand tu bosses pendant 2 ans avec une technique, tu es content de la quitter, d'essayer un nouveau truc. Là, je travaille au fusain justement, parce que j'en avais marre de l'ancrage. J'aurais voulu qu'on parle un peu de ce que vous êtes en train de faire, pas là à l'instant, mais ce que vous préparez. J'ai vu Crimi, qui est la genèse inventée de M. Le Maudit. C'est un scénario que m'a proposé Thibaut Vermeau, dont j'avais adapté un roman, mais très librement. Il m'avait dit j'aimerais bien que, au lieu d'adapter très librement, donc respecter mon travail, et il m'a écrit ce scénario qui se passe dans la République de Weimar, autour de personnages de Fritz Lang. C'est un pacte faustien que va passer Fritz Lang avec la police allemande, représenté par l'inspecteur Lohmann, qui est le flic de fiction dans M. Le Maudit, mais aussi dans les Mabuses. Et en fait, Lohmann tient Fritz Lang avec l'affaire qu'il avait eue avec sa première femme. On l'avait retrouvée morte, potentiellement tuée par Fritz Lang, mais bon, il avait été innocenté, mais on comprend que c'est pas si clair que ça. Et comme catharsis, le policier lui propose de faire ce film qui a pour but de faire baisser la criminalité, enfin de canaliser en tout cas la criminalité dans le Berlin de la fin des années 20, avec un film qui montrerait la vraie violence. Et ce film sera M. Le Maudit. Donc en préparation, ils vont suivre les traces du vampire de Düsseldorf, qui est un tueur en série qui a existé, un tueur de petites filles. Et donc c'est là-dessus le travail, mais en mettant vraiment l'accent sur l'ambiance de l'Allemagne des années 20. J'utilise beaucoup tout ce que la nouvelle objectivité a pu faire, aussi bien en peinture, en gravure. Je sais pas, vous avez travaillé d'après le film de M. Le Maudit, là, on voit Peter Lorre avec... Ah oui, là c'est plan par plan. Plan par plan. Alors là, il y a 3 plans, c'est quasiment un plan séquence, mais c'est vraiment réplique par réplique. D'essayer d'isoler les répliques et de séparer en fait le plan séquence avec les mimiques de l'acteur. C'est vraiment l'acteur qui m'a intéressé là, c'est que les yeux exorbités, puis après les mains sur le visage, après le sourire, en ajoutant ce que permet la BD, donc des expressions un peu plus hallucinées, donc rajouter un peu de la sueur. Et alors au début, je savais pas sur quel pied danser, et je me suis dit non, mais je vais prendre le parti pris de faire une BD sur le mensonge. Parce que moi, en tant que créateur de bande dessinée, je suis un menteur, je suis un fabulateur, c'est de la fable. Fritz Lang alors en plus d'être un menteur dans la vie, et aussi un réalisateur de films, donc c'est du mensonge, c'est de la fable. Et en plus, sur cette période du début des années 30, c'est quand même le mensonge qui amène les nazis au pouvoir, donc la manipulation des foules à travers le cinéma, la BD, l'art en général, est un truc qui m'a intéressé, que j'ai essayé de travailler. C'est pour ça qu'un personnage comme Mabuse revient de temps en temps aussi dans cette BD, parce qu'il représente un petit peu tout ça, la manipulation, la télépathie, Donc voilà, au final, ça m'a plutôt arrangé en fait d'avoir une BD qui soit de la fiction. Et je trouvais ça assez marrant, parce qu'il y a beaucoup de BD qui sont ludiques, éducatives, qui je trouve retirent beaucoup aux médias. Aux médias bande dessinée, parce que bon, la BD, on n'est pas là pour ça, on est là aussi pour créer, pour faire réfléchir. Donc rebonjour Litchin, on a suivi votre conférence, en tout cas votre interview, et on s'est dit on va poursuivre un petit peu parce qu'on a eu l'impression que vous aviez été un peu
squeezé à la fin. Ça a été un peu coupé alors qu'il y avait un petit sujet, nous, qui nous intéressait aussi sur les auteurs, leur vie, leur précarité, enfin, ce qui se passe depuis... Parce que ça fait un moment que vous êtes déjà illustratrice de BD et que vous aviez commencé à parler de ça. Ouais, c'est que ouais, j'ai commencé à faire la bande dessinée depuis 2011 et ça veut dire maintenant, ça fait presque 13 ans. J'ai publié 3 albums, je suis en train de préparer 4e. Mais j'ai l'impression que j'ai l'impression en voyant que peut-être les caissières ou boulangers, tout ça, j'ai l'impression que je fais peut-être 35 heures autant, mais j'ai l'impression que les revenus, je n'ai pas gagné autant correctement comme ce qu'il fallait, quoi. Donc c'est pour ça, j'avais des doutes, j'ai commencé à me poser des questions, chercher des réponses, mais j'ai l'impression que ça reste un énigme. Dans la chaîne du livre, on a l'habitude de dire en tout cas que éditeurs, libraires, tout le monde s'en sort très bien. C'est un secteur qui est en plein foisonnement et que du côté des auteurs, eh ben, c'est pas la même chose. Oui, et après ça dépend quels auteurs. Par exemple, tout à l'heure dans l'intervention, l'autre, Alex Inker, ouais, il édité chez l'autre éditeur. Il a bien dit qu'au départ, il a commencé aussi par quand même que peut-être, je sais pas, peut-être on peut dire 3 000 ou 5 000 euros d'avance. Et après, il a pu jusqu'à là, il a commencé plus tard que moi, mais maintenant il a 10 fois plus que début. Et voilà, mais lui, ça veut dire qu'il est rapide, il fait un album par an, un peu comme au rythme de Amélie Nothomb. Voilà. Mais moi, pour les sujets que je fais, j'ai besoin de faire des enquêtes, de faire des recherches, et après jusqu'à la réalisation. Je ne sais pas si c'est parce que je ne suis pas si efficace ou voilà. Mais quand j'ai vu, comme la question souvent je pose aussi au grand public, savoir voilà, par album, peut-être un album de 20 €, combien de paquets je peux m'acheter, peut-être, je sais pas, 1, 2, voilà, ça c'est... Voilà, mais les loyers, c'est pas que quelques paquets qui permet de pouvoir tout payer, quoi. C'est ça. Est-ce que c'est parce que je travaille pas efficacement ou est-ce que je peux peut-être travailler la ressource, travailler peut-être comme caissière? Oui, ouais, c'est pas. Mais bon, je n'ai pas été pris, j'ai envoyé des CV pour des petits boulots, mais voilà, bon, voilà. Oui, parce que nous, en France, il y a eu la grande vague, on a eu du soutien, si vous voulez. Il y a l'exception culturelle, hein, vous connaissez, hein, vous vivez à Paris, de toute façon. Non, je vis dans la à Valence. À Valence, c'est vrai, vous l'avez dit au début. Mais c'est vrai qu'il y a l'exception culturelle, il y a eu même le pass jeune, etc. Et visiblement, ça va quand même toujours que aux mangas qui sont traduits. Effectivement, maintenant, les mangas japonais, même coréens, ils sont connus beaucoup plus que... Voilà, tout ça, ça marche, etc. Donc c'est pour ça que je disais, effectivement, il y a ce côté, ça coûte moins cher de faire de la traduction et à tous les coups, on fait un carton. Et en même temps, comment mettre en avant... Je sais qu'à suite peut-être à l'intervention de Benoît Peters, il y avait... Vous faites maintenant au moins payer les temps où vous faites des... Oui, il y a eu un grand changement. Justement, c'est par exemple les dédicaces généralement qui ont été payées. Mais après, ça dépend du festival. Je crois qu'il y a une sorte de convention et il y a certains festivals qui ont signé ça, dont le festival d'Angoulême ou ce Saint-Malo ou d'autres de Colomiers. Et par exemple, celui-là, le festival de Basillac, c'est plutôt pour les interventions. Ça veut dire la table ronde de conférence où on était payé comme ça. Voilà, donc ça dépend du festival. Mais c'est déjà un grand progrès déjà. Mais quand même, ça m'arrive quand même qu'on me propose de faire des interventions. Dire on vous paye le billet, le transport, peut-être une nuitée. Et après, il faut que je travaille comme juré d'une compétition de bande dessinée. Il faut que je fasse aussi pour l'organisateur une petite activité, petite rencontre. Mais ça veut dire de présenter des livres que j'aime bien, de bande dessinée, tout ça. Mais je dois préparer. La préparation, c'est ça. Il faut rémunérer. Mais après, voilà, non, il n'y a pas. Voilà. Donc. Il y a aussi ce dont on parlait tout à l'heure, les exemplaires éditions. Donc ce sont des auteurs, un peu bankable, hein, qui en ont eu marre que justement tout le monde se serve sur leur art et qui finalement ont dit nous on monte notre maison d'édition. Donc je sais que ce sont de toute façon des auteurs bankable. Hein, c'est pas oui voilà. Mais c'est peut-être un système, une bonne idée pour sortir de cette précarité. C'est vrai que je ne connais pas trop de détails, mais certains, oui, quand on parlait de cette expérience de Lisa,
certains m'ont dit, mais bon, c'est vrai que peut-être publier plutôt des auteurs qui ont déjà qui sont déjà constitués en une communauté importante sur l'internet, tout ça. Et c'est vrai que les autres petits éditeurs ont dit maintenant plutôt au sens classique, voilà, ça veut dire pas dans ce genre de, comme exemplaire. Et il faut quand même prendre des risques de publier des choses, des sujets difficiles ou même des auteurs qu'on ne connaît pas du tout en France, ou même les auteurs français, on ne connaît pas du tout. Et je sais les risques qu'ils prennent, mais s'ils sont conscients des risques qu'ils ont pris, mais nous aussi, les auteurs, voilà, jusqu'à là, si... Par exemple, avec 5 000 € pour un album plus de 1000 pages, pas 1000 pages, 100 pages quand même, pas 1000 pages, 100 pages, et que aussi il faut aussi faire des enquêtes, tout ça. Et bon, même si je ne vis pas à Paris, mais personne ne peut vivre ça, même si je n'ai pas d'enfants en charge, mais comment on fait? Ok, on m'a dit, ce que je fais trouver une solution, c'est de faire des résidences rémunérées. Mais ça veut dire que j'ai l'impression de vivre comme une nomade. Que je fais autant de travail, voilà, tout ça, mais je dois passer parfois dans le sud ou passer dans l'est, tout ça. Mais j'aurais aimé garder une vie normale comme tout le monde. Et du coup, voilà, c'est pas vraiment pas pour décourager les autres, mais je me demande, bon, je pense qu'en bande dessinée, si on peut créer autant de belles choses, je pense que c'est bien aussi de pouvoir trouver un système un peu comme, je sais pas, il y a un temps de spectacle pour les gens qui font du théâtre, cinéma. Et que je pense que c'est le moment vraiment de bien réfléchir sur ce système. C'est quand on me dit, mais c'est comme ça le capitalisme, oui. Mais quand on essaie de fabriquer des choses imaginaires ou naturelles, c'est tellement ça fait rêver les gens. Je pense qu'il faut quand même réfléchir sur les conditions de travail. Et après, pas autant toujours dire, oh ouais, c'est bien, c'est super, c'est écolo, mais dans quelles conditions que les auteurs et les autrices ont travaillé. Et après, voilà, comment on a subi 80% des gens qui vivent dans la précarité. Voilà. Et bon, c'est vrai qu'on peut avoir des aides de l'État, RSA, plein de choses, mais l'industrie de livre, on dit d'un pensier, ça marche. Et l'argent, il était où alors? Ils sont où les fruits de notre travail? Merci Lucie. De rien, merci beaucoup.